Calreco. Audio 2096. Eh bien, je suis heureux, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, de vous retrouver après ce petit tunnel sur Calreco avec les plébéiens. Les plébéiens, ce sont les entretiens glanés presque au hasard, avec des personnalités issues de la société civile, des personnalités avec qui nous aimons parler tout autant qu'avec les experts parce que c'est démocratique, parce que c'est important et surtout parce que nous passons de chouettes moments. Et donc, après les plébéiens, nous allons nous engouffrer dans un autre passage souterrain long de 6 ou 7 épisodes pendant lesquels nous explorerons les tréfonds de l'âme humaine en évoquant notamment les NDE, les EMI, les expériences de mort imminente, certainement les voyages astraux, les sorties de corps, la télépathie et surtout, gros morceau, les entéogènes. Nous aurons en interview coup sur coup Olivier Chambon et Stéphane Schillinger qui sont spécialistes du sujet, puis Fabienne Bach, le psychothérapeute et chaman qui officie au centre Takiwazi au Pérou, Jacques Mabi également, médecin et fondateur du même centre dans lequel je suis parti en novembre dernier pour une retraite en forêt et un travail avec les plantes maîtresses, ayahuasca, tabac, arosacha, etc. Ensuite, je vous livrerai mon retour d'expérience sur cette aventure péruvienne, parsemée d'interviews, des rencontres que j'ai faites sur place avec mes partenaires de diète. Bref, on va passer un bout de temps sur Calreco à évoquer le sujet des entéogènes, du chamanisme, de la médecine traditionnelle amazonienne, et ça va être, je le crois, profond, subtil et inspirant. Je l'espère en tout cas. Et pour commencer ce voyage, donc, j'ai choisi de vous proposer l'interview d'Alban. Alban est le créateur de la pertinente chaîne YouTube Lueur, que je suis pratiquement depuis le début avec beaucoup d'intérêt. Nous abordons souvent les mêmes sujets, pas sous le même angle, mais j'avais très envie de le rencontrer. Nous sommes donc allés faire un saut à Genève chez Alban qui nous a reçus dans son studio pour un long et bel entretien qui ouvre donc cette série consacrée à la conscience. Alban Kakulia est suisse, réalisateur, photographe et créateur, je vous le disais, de la chaîne YouTube Lueur, qui explore le mystère de la conscience à travers notamment des interviews d'experts dans différents domaines scientifiques et philosophiques. Une chaîne qui pose la question de la relation entre la conscience et le cerveau humain. Question jusqu'alors qui n'a pas été répondue, on peut dire ça comme ça. D'où il vient, d'où il parle. Après cette longue intro, la parole est donc à Alban. Alors, d'où je viens, je suis suisse, je suis né en Suisse, de parents immigrés. Mon père était hongrois, ma mère était belgeo-italienne. J'aime bien cette idée qu'on était tous répartis sur le continent européen. Et puis depuis tout petit, ma mère était une grande lectrice de Jung, et puis elle avait toute la collecte à la maison. Et puis je m'y suis mis assez tôt. J'ai aimé lire ça, même si je comprenais pas grand-chose. Mais je comprenais qu'il y avait un truc fascinant là derrière, et puis j'avais envie de comprendre. En fait, j'ai toujours eu un petit peu cette attitude de lire des trucs trop compliqués pour moi, et puis d'essayer de comprendre derrière en allant creuser ailleurs. Alors, je dis pas que je comprends tout, mais en tout cas, il y a une fenêtre de curiosité qui s'ouvre chaque fois que je vois un truc compliqué, puis j'ai envie d'aller creuser derrière. Donc ça, c'était un petit peu mes première aventure, on va dire, intellectuelle. Et puis ensuite, il m'est arrivé des expériences inexpliquées, des choses comme ça qui sont venues nourrir cette curiosité.
Et puis, voilà, j'avais de la peine à comprendre ce qui m'arrivait. Je voyais que Jung était assez proche de ça. Alors, je sais pas si c'est Jung qui m'a ouvert aux expériences inexpliquées ou si elles seraient arrivées de toute façon. Mais voilà, donc ça a nourri ma curiosité, l'envie de comprendre comment des choses que soit on dit que ça ne peut pas arriver, que ça n'existe pas, que c'est des hallucinations. Après, quand les hallucinations sont accompagnées de choses tangibles, vérifiables, qui se passent dans le quotidien, on n'arrive plus, personnellement, en tout cas, j'arrivais plus à croire que c'était des hallucinations au sens premier du terme, quoi. Hallucination qui veut dire se tromper, la racine latine, paraît-il, que ça veut dire se tromper, ce qui est hors de la réalité. Alors que pour moi, il n'y a pas de choses qui soient hors de la réalité. Quand on les voit, quand on les perçoit comme étant réelles, ça devient sa propre réalité, en tout cas, même si c'est pas perçu par d'autres. Mais j'ai aussi vécu des choses qui ont été perçues par d'autres. Donc voilà, tout ça me conforte dans le sentiment que le monde est bien plus complexe que ce qu'on peut en voir. C'est une possibilité pour certains, et pas loin d'être une certitude pour moi. La complexité du monde, des mondes qui nous entourent, devrais-je dire, est incommensurable. Mes incursions personnelles dans l'ailleurs, en état modifié de conscience, m'ont appris cela. Nous ne savons rien. Nous ne pouvons qu'entrapercevoir qu'une partie infinitésimale de la réalité qui nous entoure et qui reste la plupart du temps imperceptible pour nous, humains incarnés aux prises avec la matière. Mais revenons à Alban. Ça m'intéresse, ces expériences. Quelles sont-elles ? Oui, alors il y en a eu quelques-unes. Il y en a deux dont je parle sur ma chaîne. C'est l'expérience du départ de mes parents, mon père et ma mère, qui sont décédés les deux devant moi. Enfin, je les accompagnais, quoi, quand ils sont partis. Et puis les deux ont vécu une expérience qu'on appelle dans le jargon anglais la crowded room, la chambre habitée, où ils voyaient les membres de leur famille autour d'eux et ils les décrivaient, ils disaient qui était là. Alors on peut dire évidemment c'est une hallucination parce qu'on partage pas ce moment-là avec eux. Donc ça, on peut encore mettre une distance, puis on dire voilà, qui n'aurait pas envie d'être rassuré au moment de sa mort, et puis le cerveau crée peut-être des choses pour nous rassurer. Mais ce qui me faisait rire, c'est que ma mère était pas du tout rassurée par les visions, parce qu'elle disait mais où est-ce que j'ai mis mon flingue? Et puis on lui disait mais pourquoi tu veux un flingue? Et puis elle disait oh on sait jamais, parce qu'elle voyait des gens dans sa famille qu'elle avait peut-être pas envie de revoir, quoi. Donc ça nous avait fait rire alors qu'on était dans un moment un peu dramatique. Et puis ça nous avait fait rire parce qu'il y avait une amie à elle, il y avait la famille avec, j'étais pas seul avec elle. Et puis ça, et puis sinon un collègue, ami avec qui je travaillais qui est décédé brutalement. Et puis le lendemain, on était tous en train de travailler. C'était un lieu partagé, un open space. Et puis cet ami qui partageait ce lieu avec nous était mais apparu au milieu, en plein jour. Voilà, au milieu de tout le monde, mais il n'est apparu qu'à moi. Et donc je l'ai vu et j'ai senti sa présence qui était très froide et très agitée. Je pense qu'il comprenait pas du tout où il était. Et j'ai senti une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'inquiétude. Et je l'ai senti me traverser. Et j'ai senti vraiment le froid passer au travers de moi, un courant d'air froid. Et ensuite, il a traversé toute la pièce qu'on occupait et il a décroché ou il a fait se décrocher une chaîne qui pendait, qui nous aidait à dérouler un écran de projection et qui pouvait pas tomber comme ça, cette chaîne. Elle était accrochée depuis des années là-haut, elle n'est jamais tombée, elle n'a jamais bougé, voilà. Et cette chaîne est tombée devant tout le monde. Et j'étais le seul à savoir pourquoi elle était tombée. Et j'ai pas osé ou pas voulu dire que je savais pourquoi elle était tombée. Mais du coup, j'avais une preuve pour moi que j'avais pas besoin de dire. Voilà, c'est lui qui est revenu, qui était là avec nous hier, mais qui est revenu ici, qui a fait tomber cette chaîne. J'avais pas besoin de le dire. J'avais pour moi ma preuve que voilà, j'avais pas
imaginé ça, cette scène. Elle était en parfaite corrélation avec les événements qui venaient de se passer. D'autant plus que les fantômes sont souvent représentés avec des chaînes dans l'imagerie populaire. Et je pense que ceux qui ont besoin des chaînes, ceux qui sont représentés avec des chaînes, on les entend agiter des chaînes et tout ça, font part de leur attachement à où ils étaient. Et je pense que c'était ça qu'il essayait d'exprimer. Voilà, c'est que mon interprétation. Mais ça, c'était rassurant. C'était pas rassurant pour lui parce que je sentais une grande agitation, mais c'était rassurant de se dire que c'était pas que mon imagination. Voilà. Et donc ça, plus d'autres choses, toutes ces questions, j'ai envie de poser des questions autour de moi, de savoir comment. Et comme j'ai un esprit malgré tout assez rationnel, même qu'on pourrait croire le contraire en m'écoutant, mais j'aime la science. Je suis fasciné par tout ce qui se fait, les découvertes. J'aime parler avec les scientifiques. J'ai la chance dans mon métier de pouvoir parler presque quotidiennement avec des scientifiques. J'aime cet échange. J'aime l'effort humain qui existe depuis toujours, même si la science telle qu'elle est aujourd'hui n'existe pas depuis toujours, mais l'effort humain de vouloir découvrir. J'adore ça et j'aime cette pensée même réductionniste, même matérialiste. J'aime la pensée qui explore, quoi. Et ça me fait plaisir, ça m'enthousiasme. Donc j'ai envie de confronter les différentes pensées. J'ai pas envie de dire non, tel phénomène n'existe pas. J'ai pas envie de dire non, la science c'est pas juste, elle se trompe. J'ai envie de mettre tout le monde face à face et d'en discuter. Ça, par contre, c'est plus difficile. Les tenants du matérialisme ont rarement envie de discuter de phénomènes du style. Et puis de l'autre côté, pareil. Les scientifiques comprennent rien. J'ai envie de faire des ponts, quoi. Enfin. À ma petite échelle, évidemment. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Lueur. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller y jeter une oreille, un œil aussi, si vous le voulez. Si bien sûr ces sujets vous intéressent, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça doit être le cas. Comment décide-t-on de créer un média, une chaîne YouTube sur ces sujets? Il faut avoir envie de dire, de transmettre une parole, une idée. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, c'est pas rémunérateur, ça prend beaucoup de travail aussi, souvent en parallèle d'une autre activité. Alors je voulais quand même savoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment est née Lueur. Alors, ma chaîne, elle est née d'un projet commun que j'avais avec Sylvie Détiola, dont on a parlé auparavant, donc une chercheuse indépendante qui s'occupe de tous les phénomènes, de beaucoup de phénomènes inexpliqués, comme les sorties hors du corps, les NDE, tout ça. Et on avait un projet de faire un film ensemble, parce que mon métier, donc, c'est réalisateur de vidéos. Je fais des documentaires principalement pour les scientifiques, et on avait envie de faire un film sur ces questions-là. Et on avait écrit tout un synopsis, un dossier pour essayer de trouver des financements pour le film, et on avait baptisé ce dossier « L'univers est un rêve ». Parce que, peut-être qu'il n'y a pas de réalité matérielle telle qu'on l'imagine, peut-être qu'elle n'est pas objectivable, peut-être que l'univers est mental. Donc, on avait donné ce titre qu'on trouvait super chouette, que l'univers est un rêve, à notre projet de film. Finalement, le film s'est pas fait, mais il y avait tout un matériau de 3 ou 5 ans de travail, je sais plus. Et puis, que je me suis dit, c'est bête de pas utiliser, quoi, toutes ces recherches qu'on a faites ensemble. Même si on n'a pas trouvé les fonds, même si on a demandé à 2 ou 3 producteurs de cinéma de nous aider, si on a eu du conseil professionnel, on n'est pas passé au travers des différentes étapes. Et puis, fallait pas jeter tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais en faire d'abord un essai. J'ai écrit un essai sur ces questions. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais en faire une chaîne. Et puis, Lueur, c'est simplement venu un des producteurs avec qui on travaillait sur le film avait classé notre dossier « L'univers est un rêve », l'acronyme Lueur.
Et je me suis dit, c'est tout trouvé. Voilà. Nous utilisons communément avec Alban un mot qui revient souvent au fil de nos contenus. Un mot qui pour moi enveloppe de façon assez large et juste cette pensée que lui et moi tentons de développer sur nos chaînes respectives. C'est cette idée que la conscience n'est pas un phénomène issu de la complexification de la matière, mais que la conscience ferait émerger la matière, que la matière serait une forme de conscience un peu plus lourde qui vibrerait à des fréquences bien basses. Et donc ce mot qui désignerait tout cela, c'est post-matérialisme. Ouais. Moi-même, je sais pas tellement à quoi ça correspond, mais je vais essayer d'être le plus explicatif possible. Mais je veux partir d'une expérience qu'on fait tous les jours, toutes les nuits, c'est le rêve. Hein. Et quand on rêve, le monde, à part quand on fait du rêve lucide, où on arrive à prendre une distance avec son rêve et à voir qu'on est en train de rêver, et c'est pas un phénomène si rare que ça, mais c'est quand même pas courant. À l'intérieur du rêve, tout ce qui nous arrive fait partie de la réalité qu'on est en train de vivre. Et la matière est matière. On ouvre des portes, on entre dans des maisons, on touche des choses, on touche des gens, on peut même faire l'amour, enfin, on peut faire tout comme dans la réalité, voire même plus, on peut voler, on peut faire des tas de choses. Et cette réalité, elle est réelle jusqu'au moment du réveil. Et donc la matière, l'expérience de la matière ne dépend pas d'une véritable expérience objective extérieure avec la matière. On a bâti la matière à l'intérieur de notre esprit et on a un rapport avec elle de matière, c'est-à-dire on peut se retrouver devant une porte fermée dans un rêve sans arriver à franchir, on peut se retrouver devant un mur sans arriver à le franchir, on peut y arriver des fois, ça c'est aussi possible, mais parfois c'est exactement la même chose, enfin il n'y a pas de raison, on peut se saisir d'objets, et donc pour moi, c'était la première réalisation que non, la matière n'est pas une preuve en soi, n'est pas une preuve d'objectivité. Elle existe dans des tas de situations où on ne peut pas l'objectiver. Et donc, les rêves, c'est ça qui m'a fait réaliser pour la première fois qu'en fait, on n'a pas besoin d'une réalité objective pour croire en la matière. Et du coup, ça enlevait ce présupposé qu'on a tous que la matière doit exister en dehors de nous. C'était possible, même si c'est peut-être totalement faux, hein, je ne dis pas détenir la vérité, c'est peut-être possible d'imaginer un monde qui n'a pas d'objectivité. Et alors, elle a un monde qui a un semblant d'objectivité parce qu'on doit pouvoir se mouvoir à l'intérieur, on doit pouvoir survivre, mais le signal qu'on reçoit comme étant de la matière, comme étant l'environnement, comme étant les choses qui nous entourent, est, selon beaucoup de chercheurs, certains chercheurs, des gens comme Donald Hoffman, l'illusion, l'interface qui nous permet d'interagir avec ce monde, mais que le monde est d'une complexité infinie qu'on pourrait pas appréhender, qu'on ne saurait pas appréhender s'il nous était donné comme tel, quoi. Et qu'on doit simplifier à l'extrême. Et pour ça, il y a une très très belle métaphore. C'est la métaphore informatique. C'est-à-dire, quand on a un ordinateur, on sait très bien que le petit dossier bleu en haut à droite de l'écran de son ordinateur n'est pas la thèse sur laquelle on travaille depuis 4 ans. C'est une icône, c'est une image qui va nous permettre de faire un raccourci qu'en cliquant, double-cliquant dessus, ça va ouvrir les canaux à l'intérieur de l'interface de l'ordinateur, enfin même pas de l'interface, mais des connexions de l'ordinateur, des suites infinies de 0 et de 1, et puis des processeurs et des microprocesseurs et des que sais-je encore, qui vont donner lieu finalement par retour de courrier à quelque chose de lisible et compréhensible par moi par une interface. Et que cette interface, elle n'est pas la réalité, elle n'est pas ma thèse. Le petit dossier bleu n'est pas ma thèse ou mon travail ou sur quoi je travaille. C'est pas la réalité, on est bien d'accord. Mais ça me viendrait pourtant jamais à l'idée de prendre ce petit dossier bleu, de l'acheter, de le jeter à la poubelle, parce que je sais que ça a des conséquences sur ma réalité.
Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est une représentation qui fait sens pour moi. C'est une représentation de ma réalité qui a des conséquences sur la réalité que je vis. Donc c'est pas parce qu'on ne vit que dans une image, qu'on ne vit que dans une représentation de ce que le monde est, que nous n'avons pas d'interaction avec ce monde, qu'il n'y a pas de conséquences sur ce qu'on fait quotidiennement. C'est pas parce que tout pourrait être une forme de pensée, que la réalité peut-être est une forme de pensée. Et ça, il y a des physiciens qui le disent. Il y a James Jeans qui le disait déjà dans les années 30, que le cosmos, l'espace, est plus proche d'une forme de pensée que d'une machine. Et ça, les physiciens le comprennent déjà depuis longtemps. On est très loin on comprend pas ce que c'est que la matière. Personne sur Terre ne sait ce que c'est que la matière. Personne ne peut l'expliquer. On ne comprend pas comment elle se comporte. On essaye de comprendre, mais personne n'y comprend encore rien. On est ici à côté de la plus grande machine du monde, le CERN, la plus grande expérience qui ait jamais été construite sur la planète. On est juste à côté. Ils essaient de comprendre ce que c'est que la matière. Ils envoient se percuter des particules pour essayer de les faire éclater, pour comprendre de quoi elles sont faites. On peut imaginer un enfant qui envoie balader un réveil contre un mur pour voir tous les ressorts à l'intérieur. Il y a un petit peu de ça. Essayer de comprendre. Mais ensuite, quand on dit, OK, c'est fait de tant et tant de ressorts, ça ne veut pas dire qu'on a compris de quoi est faite la matière. D'ailleurs, on ne sait pas comment elle interagit, voilà. Tout cela est un grand mystère. Ce qui amène certains penseurs, et dont un que vraiment j'admire, qui est Bernardo Kastrup, qui a travaillé au CERN d'ailleurs, qui est ingénieur en intelligence artificielle, qui s'est rendu compte un jour, quand on lui a demandé s'il était possible de créer une intelligence artificielle qui ait une conscience, que c'était pas possible. Pour lui, ça a été la réalisation que c'était impossible de faire émerger la conscience d'une machine. Parce que il a aussi une très belle métaphore, je saute de métaphore en métaphore, désolé, mais qui dit que finalement les semi-conducteurs qui composent nos ordinateurs, c'est comme des robinets. Des robinets d'eau. D'ailleurs, on peut faire des ordinateurs avec des robinets. Il existe un ordinateur quelque part près de Londres qui est fait entièrement avec de l'eau. C'est des robinets ouverts, fermés, qui laissent passer ou non l'eau. Et c'est la suite de 0 et de 1 qu'on connaît dans le calcul binaire des ordinateurs. C'est un robinet ouvert ou fermé, les 0 et les 1. Et là, on peut faire un ordinateur avec des robinets ouverts, fermés, qui laissent passer de l'eau ou pas. Et là, un semi-conducteur, c'est pareil, ça laisse passer un courant électrique ou pas. Mais dans les ordinateurs actuels, il y en a tellement, il y en a des milliards de semi-conducteurs qu'on arrive à faire passer ou non un courant des milliards de fois, ce qui fait qu'on peut réaliser des calculs très rapidement sur des choses très complexes. Mais ça ne reste, si on agrandissait ça, on pourrait reproduire l'ordinateur qu'on a actuellement sur notre table qui est hyper puissant. On pourrait le reproduire à coups de robinets, de valves, de tuyaux. On pourrait en faire une sorte de machine hydraulique gigantesque qui prendrait la surface d'une ville et qui reproduirait parfaitement tout un système d'ordinateurs. Mais ce n'est pas parce qu'on aurait répété ça à une échelle beaucoup plus grande avec des robinets que la conscience émanerait de ces robinets. Les robinets ne feraient pas, les tuyaux et puis les valves ouvertes et fermées qui feraient passer l'eau ne feraient pas émerger la conscience de cet entrelac de complexité. Donc on a beau ajouter de la complexité à l'intérieur de nos ordinateurs, ce n'est pas ça, selon lui, selon Bernardo Kastrup, ça qui va nous amener à la conscience. On croit souvent que la conscience vient de la matière. On croit souvent que c'est un agencement particulier de la matière, et de la matière souvent organique, qui va faire qu'à partir d'un certain niveau de complexité, on va aboutir à la conscience. Mais on peut se demander, mais à partir de quel niveau de complexité on aboutit à la conscience? Nous, on est tout à fait d'accord pour dire qu'on est conscient. On est à peu près tous d'accord pour dire que les animaux sont conscients. Dès que ça va un peu en dessous, on commence à plus trop être d'accord entre nous. On se demande, mais finalement, est-ce que une amibe c'est conscient, un microbe c'est conscient? Est-ce qu'une plante
c'est conscient. Il y a encore des gens qui sont pas tellement sûrs. Jusqu'où on descend dans la conscience? Il faudrait définir ce qu'est la conscience. La conscience individuelle, ou l'âme humaine, la conscience universelle, la conscience du cosmos, Dieu, la conscience d'une pierre ou d'une plante. Faire l'expérience entéogène, c'est se rendre compte que les plantes peuvent communiquer avec nous, que leur intelligence millénaire nous dépasse. Je vous en parlerai plus en détail dans mon retour d'expérience. D'ailleurs, la conscience de la plante est collective. À l'inverse des humains qui développent une conscience propre et singulière, chaque plante, chaque feuille appartient et est reliée à une conscience plus grande, celle de la plante, donc par exemple le tabac, la rose, l'ayahuasca, etc. Mais la rose que l'on cueille n'a pas de conscience individuelle, donc c'est ce que j'ai en tout cas perçu dans mon expérience personnelle. Par ailleurs, si l'on considère comme certain que tout est conscience, que tout est question de vibration et de fréquence, que la matière est aussi de la conscience qui vibre à une fréquence plus basse, rien ne dit que l'intelligence artificielle, que les ordinateurs, qu'ils soient constitués de robinets ou de plastique et de métaux précieux, ne pourraient pas connecter avec la conscience universelle puisqu'elle est partout. Et dans ce cas, le postulat de Kastrup serait faux, ce qui n'augurerait rien de bon pour qui perçoit le danger transhumaniste. C'est possible que les pierres aient une conscience. C'est possible même que le cosmos dans son entier soit conscient. Il y a de plus en plus de penseurs, et j'ai même appris que Idriss Aberkan pensait, et j'étais à une de ses conférences, pensait et pense que le soleil est conscient, que les astres sont conscients. Et je trouve fort de la part d'un penseur connu quand même, de dire quelque chose d'aussi fort et aussi à contre-courant de tout ce qu'on peut penser aujourd'hui. Enfin, il n'y a aucun scientifique soi-disant sérieux qui ose dire ça. Et je trouve que c'est une preuve de courage, comme c'est une preuve de courage de la part de Christophe Corr, de dire qu'il est panpsychiste, qu'il pense que la conscience est partout. C'est un panpsychiste très matérialiste. Pour lui, il y a une étincelle de conscience dans chaque chose, dans chaque atome, dans chaque électron, mais c'est des petites étincelles. Et pour lui, c'est quand même l'agencement complexe de la matière qui crée la conscience, mais il y a une conscience primordiale, au même titre qu'il y a des forces qui font partie de la nature, comme, je sais pas, la gravité, l'électromagnétisme. Il y aurait la conscience qui fait partie de ces grandes lois de l'univers, et la conscience en est une, et quand elle s'agence d'une certaine manière, matériellement, elle crée à un moment donné l'émergence de la conscience. Et les émergentistes, à partir d'un certain seuil de complexité, arrive la conscience. Moi, j'ai envie de partir du présupposé inverse, c'est-à-dire la conscience est partout, est tout. C'est pas des petits grains de conscience. La conscience est partout et est toute chose, est une pierre, un arbre, un humain et tout ça, mais c'est simplement notre manière de percevoir les autres éléments conscients auxquels nous donnons des formes. Et c'est comment la conscience apparaît à elle-même selon son niveau de développement, on pourrait dire. La conscience apparaît à elle-même comme un humain, la conscience apparaît à elle-même comme un animal selon le rapport qu'il y a entre l'humain et l'animal. Mais tout est conscience. Ça ne veut pas dire que tout réfléchit comme nous, ça ne veut pas dire qu'une pierre va composer un opéra ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que tout est conscience, comme tout, dans un rêve, est rêve. Comme moi, mon avatar personnel dans un rêve, je ne suis pas fait d'une étoffe différente que le caillou que je ramasserai dans ce rêve. On est de la même étoffe, on est les deux consciences, on est les deux rêves. Pourtant, j'ai une dissociation par rapport à ce caillou. Dans mon rêve, ce caillou n'est pas moi. Pourtant, si je prends un pas de recul, ce caillou est moi. Ce caillou est mon rêve. Et moi aussi, je suis mon rêve. Et donc, on peut prendre toujours du recul et penser qu'on vit exactement la même chose. Qu'on est dans quelque chose où on n'arrive pas à se dissocier on pense qu'on est différent de ce qui nous entoure, mais peut-être qu'on est dans une même matrice. Et c'est la conscience qui se dissocie d'elle-même,
Ça, c'est aussi une thèse de Bernardo Kastrup, ceci dit en passant, qui pense que la conscience vit une dissociation et peut prendre conscience d'elle-même sous un angle différent. Il parle de troubles, de certaines personnes qui font des troubles dissociatifs et qui ont plusieurs personnes qui vivent en elles-mêmes et qui peuvent avoir des réalités de vie différentes. Hein. Et on pourrait imaginer ça comme ça. Donc, il y a... D'ailleurs, quand on est dans un rêve, il n'y a rien qui n'ait pas d'importance. Le caillou que je vais ramasser dans un rêve, il a une portée symbolique. La cathédrale dans laquelle je vais marcher dans un rêve a une portée symbolique. Les éléments qui sont considérés comme inconscients sur la terre, les cailloux, les pierres, n'ont pas de conscience, les ruisseaux n'ont pas de conscience, sauf chez les peuples animistes, et ils ont bien raison de penser qu'ils ont de la conscience, mais pour nous, tout ça c'est inerte. Mais dans mon rêve, c'est pas inerte, ça a une signification profonde. Rêver d'un caillou, c'est pas la même chose que de rêver d'une rivière ou d'un ruisseau ou d'une cathédrale. Pourtant, c'est des éléments soi-disant inertes, sans vie, quoi. Alors qu'ils ont une raison d'être là dans mon rêve et dans cette réalité dans laquelle on vit, je pourrais arriver à la conclusion qu'ils ont cette réalité aussi, cette signification. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le postmatérialisme. C'est au lieu de penser que la matière donne naissance à la conscience, donc la matière, nos neurones et tout ça, par des interactions électrochimiques à l'intérieur de notre cerveau, font émerger la conscience, je pense, comme d'autres, que c'est la conscience qui est partout et que la matière est notre manière de percevoir la conscience. Voilà. J'aime assez cette vision, la matière est notre manière de percevoir la conscience. Dans la médecine traditionnelle amazonienne, dans le chamanisme et dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que l'humain est constitué de plusieurs corps, dont le corps énergétique, qui est relié à tous les autres, donc au corps physique, au corps émotionnel, corps astral, etc. L'ergonomie de la machine humaine serait-elle donc constituée de plusieurs corps, d'une âme et d'une conscience individuelle, d'un esprit donc, ou d'un ego? L'ego, c'est donc la somme de nos pensées depuis la naissance, reliées entre elles par l'expérience. Donc souvent on parle de conscience, mais on parle aussi d'ego de manière indifférenciée. Il faudrait vraiment définir tous ces termes. Il y aurait donc une sorte de trinité qui constituerait l'être humain et lui permettrait d'exister, d'interagir consciemment ou inconsciemment sur plusieurs plans. Donc, cette trinité, c'est l'âme, le corps et l'esprit ou l'ego. Le point de vue d'Alban sur cette trinité, donc esprit, corps, conscience. Moi, je pense que je sais pas, on peut appeler ça des niveaux vibratoires, j'en sais rien, si c'est vibratoire ou pas, mais ça a l'air de l'être, parce qu'il y a énormément de choses qui sont vibratoires dans la matière et dans les ondes électromagnétiques. En fait, on voit que tout et les ondes électromagnétiques, on a tout le spectre, et puis à l'intérieur, on a l'infime partie visible qu'on appelle la lumière visible, mais ça va des ondes gamma. Et de l'autre côté, voilà, je me rappelle plus, mais c'est énorme, c'est ce spectre qui forme tout. Et donc, certainement, tout est vibration aussi au niveau de la conscience. Et qu'on doit être dans des niveaux vibratoires différents selon qu'on habite notre ego ou pas, et que ce que recherche les mystiques, c'est la dissolution de l'ego, c'est de sortir du moi pour se reconnecter au grand tout, peut-être justement devenir la pierre dont on parlait, et peut-être que les animaux ont un autre rapport avec cette conscience universelle parce qu'ils sont moins séparés, ils sont moins dissociés. En fait, c'est, je pense, notre dissociation d'humain qui fait qu'on peut avoir une réflexion tellement poussée sur tout ce qui nous entoure et qu'on peut créer des choses incroyables et des objets, et puis avec une finesse tellement incroyable. Mais peut-être qu'on a accès à très peu, en fait. Pour reprendre l'histoire de la pierre, elle a tellement accès à tout, vu qu'elle est cette base, qu'elle n'a pas besoin de cette expression et puis de chercher à approfondir les choses. Elle a déjà tout qui est accessible.
Et donc, je pense que c'est notre limitation. Il y a cette théorie du cerveau filtre, qui dit la conscience est partout. En fait, le cerveau permet de réduire le flux de conscience qui vient, et puis il est tellement réduit qu'en fait on arrive à en faire quelque chose, parce que sinon c'est comme si on fait l'analogie avec une radio, un récepteur FM, si on a toute la bande passante FM qui passe en même temps, on n'entend rien, il y a toutes les émissions qui passent en même temps, c'est inaudible, quoi, c'est du bruit de fond, c'est un bruit blanc. Et en fait, en modulant la fréquence, en prenant vraiment qu'une infime partie de cette fréquence-là, on va entendre une émission de radio claire, nette et précise, une musique parfaitement équilibrée et tout. Et donc, c'est peut-être ça qui permet d'entendre cette harmonie, de voir cette harmonie, de se dissocier, tout ça. C'est peut-être ça. C'est ce filtre, si filtre il y a. Après, je sais pas si l'image du filtre est très juste. Bernardo Kastrup la remet en cause parce que il dit on fait pas un filtre à café avec du café, il faut un autre élément. Et puis comme vu tout est conscience, c'est pas un filtre parce qu'on ferait pas un filtre avec la même matière, mais c'est simplement une dissociation. On voit d'un point de vue, et cette dissociation, elle a peut-être un taux de vibratoire différent selon les couches qui nous séparent de cette réalité globale, quoi. Et donc, il doit y avoir une couche dissociative plus forte qui est l'ego, une couche dissociative moins forte qui est peut-être une âme personnelle, j'en sais rien si ça existe, et puis encore moins fort, et jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de dissolution. Et c'est ce que cherchent les mystiques, et c'est ce qu'on cherche avec les entéogènes, et c'est ce que les gens découvrent quand ils ont des NDE. Ils sortent de l'ego, de leur position de moi séparé, et puis ils entrent dans une connaissance globale où ils ont plein d'informations à la fois, et puis des informations sur ce qu'on appelle les morts, parce que il n'y a pas de raison, si on est dans un rêve, si tout est un rêve, ou de cet esprit-là, j'entends, si tout est... s'il n'y a pas de matière objectivable, qu'il n'y ait pas accès à ce qui a existé dans le rêve. Enfin, il n'y a même plus la notion de temps, il n'y a pas la notion d'espace. Les rêves recréent parfaitement l'espace tridimensionnel. On doit aller de tel à tel point. Et puis, on doit fournir un effort pour y aller dans le rêve. Des fois plus difficile d'ailleurs même que dans la réalité. Et puis des fois beaucoup plus simple, ça dépend. Mais ici, c'est peut-être pareil. C'est une reconstruction de cet effort, mais simplement une reconstruction vibratoire plus pesante, plus difficile, moins malléable, qui fait qu'on est dans cette couche de vibratoire là qui nous permet pas d'aller explorer aussi facilement qu'on le voudrait. Mais d'ailleurs, quand on est dans les rêves, à moins de faire un entraînement particulier de rêveur lucide ou de yogi ou je ne sais quoi, c'est pas facile non plus de sortir de cet état de manière consciente, quoi. Il y a des gens qui arrivent très facilement et naturellement, mais j'entends c'est pas donné à tout le monde. Donc on s'enferme on est enfermé dans des taux vibratoires. Les plantes, les entéogènes nous aident à en sortir, les accidents peuvent nous aider à en sortir, même qu'on n'a pas envie d'avoir des accidents, mais ça peut arriver, et puis ça peut nous aider à en sortir pour un moment. Et la mort, certainement, elle aussi, nous en fait sortir clairement. Après, ça doit être d'une telle complexité, d'une infinie complexité, que c'est très, très, très difficile d'imaginer toutes les couches qu'il peut y avoir, quoi. Il est possible que les entités humaines que nous sommes évoluent dans des couches de réalité perceptibles, délimitées par des plages fréquentielles ténues. Ainsi, nous ne percevrions que certaines fréquences à certains endroits et cela constituerait notre univers visible. En termes de vibration, il y a les infrabasses que nous ne percevons pas. Puis l'oreille humaine commence à entendre des sons entre 20 et 20 000 Hz. Au-delà, il y a les ultrasons que nous n'entendons plus. Encore bien au-delà, la vibration devient infrarouge, invisible à l'œil, puis la vibration devient lumière visible, ce qui nous permet d'ailleurs d'utiliser ce sens de la vue. Puis ultraviolet, rayons X et rayons gamma qui sont invisibles pour les êtres humains. Bref, nous pouvons sentir et interagir avec une infime partie du spectre. Imaginez donc ce qui se passe en dehors, c'est vertigineux. En philo,
Au XVIIIe siècle, Berkeley parlait d'immatérialisme. Il disait être, c'est être perçu. La réalité objective n'existe pas en dehors de l'esprit humain. C'était son discours. Il fait figure d'ovni dans l'histoire de la philo, mais on peut quand même faire le lien avec le spiritualisme et l'idéalisme défendu par d'autres. Cette réflexion post-matérialiste que nous abordons aujourd'hui, et souvent chez Calreco et sur Lueur également, eh bien, elle prend de l'ampleur grâce à des chercheurs comme Kastrup. Elle n'est pas nouvelle, donc, et elle tend à se développer, et c'est très bien. Est-ce que la philosophie est un point d'appui pour ta chaîne, Alban ? Si, ça m'intéresse. Maintenant, je suis pas un spécialiste, quoi. Donc, je connais quelques philosophes, évidemment. Je dirais que cette pensée qu'on appelle post-matérialiste aujourd'hui, elle a toujours existé. En fait, il y a un petit peu toujours eu ces deux camps de ceux qui voyaient une objectivité et ceux qui ne la voyaient pas depuis Platon, depuis les Grecs, et ça a toujours existé. Aujourd'hui, on est dans une période hyper matérialiste où on a l'impression qu'il y a que cette vérité. Enfin, j'entends, si on va dans la rue puis qu'on demande aux gens si la matière existe, ça fait aucun doute. Pour eux, bah évidemment, c'est idiot. Je tape dans une pierre, ça fait mal. Enfin voilà. Donc c'est même pas remis en question. Alors que paraît-il, il y avait d'autres époques où, justement, tu évoquais Berkeley, où c'était peut-être plus communément accepté de la part des scientifiques de l'époque, où on vivait peut-être dans une illusion. Pour Platon, c'était aussi une possibilité. Donc voilà, ça m'intéresse, mais je suis pas un connaisseur. Donc vraiment le philosophe qui m'a guidé ou qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est un philosophe tout récent, c'est Bernardo Kastrup. Je reviens toujours à lui parce que pour moi ça a été une ouverture. Il s'est intéressé aux mêmes choses que moi, il s'intéressait ou je m'intéresse aux mêmes choses que lui, je sais pas comment dire, mais à Jung, il s'intéressait à la question de la matière. En plus, il avait un background scientifique, donc ça m'a rassuré de voir qu'il y avait un scientifique qui pouvait penser différemment. Enfin voilà, comme je disais, j'aime la science et j'aime que des scientifiques osent prendre des chemins de traverse. Et le fait qu'ils deviennent philosophes après avoir été ingénieurs et être resté ingénieurs, mais qu'en plus ils deviennent philosophes. J'adore cette ouverture d'esprit, j'adore cette exploration-là. Et voilà, donc ça me rassure sur l'humain, sa capacité à se poser des questions et puis pas à se dire, ah tiens, la matière, c'est tellement évident qu'en fait, je veux pas remettre ça en question, ça existe, un point, c'est tout. Mais je trouve qu'on a trop ce rapport-là avec la matière, de la prendre comme un acquis, quoi. Et puis, alors que ça l'est pas du tout. Quand on voit des gens qui font de l'hypnose de spectacle, ils arrivent à faire croire à 100% à la personne qu'elle est en train d'avoir un volant entre ses mains et qu'elle est dans une voiture. Et que si elle a un volant entre les mains alors qu'elle n'a rien, ou alors que l'eau est très chaude alors qu'elle est très froide, ou alors que un objet devient extrêmement lourd alors qu'il n'est pas plus lourd qu'avant qu'il soit sous hypnose, tout ça, c'est un rapport à la matière. Et puis on arrive à nous le changer, tout ça, et je me dis, mais elle n'est pas si solide que ça, la matière, finalement. Si on arrive à changer notre perception à ce point-là, et il y a même, paraît-il, des expériences où les gens ont une influence sur la matière, qui sont documentées, qui existent. Il y a des dossiers de la CIA. Ça fait toujours un petit peu complotiste de dire ce genre de trucs, mais ma foi, ils existent. Hein, on peut aller les chercher sur Internet, qui ont été déclassifiés, qui sont authentifiés, où ils ont fait des expériences avec des gens qui déplaçaient de la matière ou qui interagissaient avec la matière. Donc c'est quand même fou. Enfin, il y a des tas de choses qui se passent, des tas d'études qui sont faites, mais dont on ne parle pas et qu'on n'accepte pas comme étant réelles, ou ouais, ça fait un peu rire tout le monde, on le prend de haut. Mais ça existe, ces études-là existent, enfin, et des tas de gens remettent en question la matière, et les physiciens les premiers, enfin, qu'est-ce qu'il nous faut pour remettre en question la matière? Mais ça paraît très, très, très difficile, parce que c'est notre rencontre première avec le monde, quoi. On se fait mal, on se tape contre la table, on se fait mal, quoi. Le monde que nous avons construit, le monde dans lequel nous vivons est matérialiste, mais il n'en reste pas moins une abstraction.
Nos organisations sociales reposent sur des concepts, sur des idées, les frontières, le droit, la monnaie sont des concepts auxquels nous avons tous décidé d'adhérer. Ces idées et concepts, paradoxalement, nous enferment dans la matière, puisque la plupart des gens n'ont pas le temps de se pencher sur ces questions philosophiques ou scientifiques, matière ou pas matière, il faut nourrir les gosses, s'habiller, bosser, consommer. On n'a pas le temps. Il y a aussi ça, puis je dirais, il y a aussi, j'ai l'impression, la peur du jugement est de pas faire partie d'une tribu. Et la tribu dominante, c'est la tribu matérialiste, et puis qu'il faut pas, que c'est rigolo, les fantômes et les machins, et puis que, mais faut pas prendre ça trop au sérieux. Puis on va parler de choses sérieuses. Arrêtez avec vos bêtises. En gros, c'est un peu ça le discours. Et pour se retrouver entre gens sérieux, qui ont envie de parler de ça de manière ouverte, en acceptant qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais d'admettre qu'elles peuvent exister, ou en tout cas qu'elles sont apparues à des personnes dignes de foi. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de se porter... de porter sa parole, d'oser élever la voix, pas crier, mais d'oser dire, non, je pense que ça existe. Et ça, pour des tas de gens, c'est interdit. C'est juste interdit, quoi. Pour un scientifique qui a une place de professeur important et tout ça, s'il commence à trop délirer là-dessus, on va pas trop le prendre au sérieux. On va vite le ranger. Donc, c'est pas permis tellement de dire ça. Il faut avoir une sacrée position, une sacrée assise, une sacrée... C'est souvent les gens à la retraite qui disent oui, en fait, le monde spirituel existe et tout ça, puis qu'il y a été scientifique avant, ou alors des gens qui ont un certain courage et puis qui savent qu'ils peuvent pas être déboulonnés de leur position. Je reviens à Christophe Corr, qui est directeur du Helen Institute à Seattle, qui décortique le cerveau, qui est matérialiste réductionniste. Lui-même, il se définit comme un matérialiste réductionniste romantique. Il est attiré par ses autres manières de voir le monde et tout ça, mais il aime la science matérialiste réductionniste. Et c'est ça qui l'a fait grandir, comprendre. C'est ça qui a fait toute sa carrière. Il la renie pas. Mais il y a quelque chose qu'il n'explique pas. Pour lui, la conscience ne s'explique pas seulement du point de vue matérialiste, même s'il essaye de l'intégrer à l'intérieur de chaque grain de matière. Donc moi, plus que j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de s'intéresser à ça, et surtout, on n'a pas tellement envie d'être différent. Et c'est un petit peu, on va laisser ce groupe entre eux. Nous, on fait partie des gens sérieux, on va pas... Pourtant, c'est pas forcément... Il y a aussi un petit peu, et ça Bernardo Kastrup le dit aussi, il y a aussi un petit peu ce jugement de dire que si on croit que l'esprit est partout et puis que peut-être que la mort n'existe pas telle qu'on se la représente maintenant, que c'est la fin de tout, c'est parce qu'en fait on a peur de la mort et puis qu'on cherche à se rassurer et puis c'est toujours mieux d'avoir un bon Dieu ou un Père Noël quelque part pour nous rassurer. Mais franchement, quand on écoute les gens qui ont vécu ces trucs-là, c'est pas toujours super rassurant. C'est pas... des fois, c'est des belles histoires, puis on aimerait bien les vivre. Mais quand on casse les parois de l'ego et tout ça, c'est pas toujours super rassurant. Il y a des tripes à l'ayahuasca ou LSD ou tout ça qui peuvent être flippants, quoi. J'entends, c'est pas que de l'amusement. Et puis, on sait pas ce qui nous attend. Et c'est peut-être aussi une forme de peur du matérialiste de dire il y a rien. On préfère penser qu'il y a rien plutôt que se dire je devrais me confronter à moi tout nu. Vraiment nu. Avec toutes mes contradictions, et pas seulement les miennes, tout ce qui est incompréhensible. Et ça, c'est autrement flippant que de se dire il n'y a rien. D'ailleurs, Bernardo Kastrup lui-même, il le dit, j'aurais aimé rester un matérialiste, c'était plus reposant. Finalement, peut-être qu'idéalistes et matérialistes sont les deux faces d'une même pièce, qu'ils ont autant peur de la mort l'un que l'autre. Ce que disent les réactions hyper violentes de certains rationalistes face à ce qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler, c'est « Non, 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 hors de ma vue, je suis terrifié ». L'invisible, l'impalpable, l'incompréhensible, la conscience, le spirituel,
peuvent être effrayants pour beaucoup de personnes. Le spirituel, justement, on en parle ? Au quotidien, j'ai pas l'impression personnelle d'être quelqu'un de très spirituel. J'ai l'impression d'être quelqu'un de très mental. Je suis toujours dans le mental. Je suis toujours en train de me poser des questions, en train d'écouter des conférences, en train de lire des bouquins. Puis j'aime les bouquins qui ont une portée un peu scientifique. En fait, les bouquins de développement personnel, tout ça me font un peu chier. Et puis j'aime quand on essaie de donner une explication, aussi maladroite soit-elle, aussi scientifique, matérialiste soit-elle, aussi. Mais j'aime quand il y a une pensée logique derrière, et puis c'est un petit peu ma spiritualité, c'est ça qui me nourrit, je sais pas. Après, j'ai pas de pratique spirituelle, j'aimerais bien en avoir une. C'est parce que j'imagine que ça doit être bien, mais j'aimerais bien. Enfin, je connais des gens qui en ont une, puis qui ont l'air d'être bien avec ça, et puis je me dis, waouh, ça doit être super de vraiment arriver à méditer, et puis être transporté dans un état où enfin tu deviens cette pierre dont on parlait avant, quoi. Et mais moi, c'est toujours un peu bouillonnant, et puis j'arrive pas tellement à calmer ça, et puis mais ouais, je dirais ma spiritualité, c'est quand je sais pas ce que c'est en fait, mais pour moi, je dirais c'est quand je sens la chair de poule et puis les poils qui se dressent. Moi, c'est qu'en lisant une phrase dans un bouquin, je dois arrêter de lire et puis que je regarde un peu le vide comme ça en me demandant, c'est ça. Puis parce que j'ai les poils qui se dressent à ce moment-là, quoi. Mais sinon, ou alors quand il m'arrive des choses, mais qui sont fugaces, par moments, tu sais pas pourquoi, mais c'est pas une pratique. Voilà. Et puis j'ai pas de religion particulière. Et puis j'adosse pas religion et spiritualité. Pour moi, on peut être très spirituel sans être religieux. On peut être très religieux sans être spirituel. On peut être les deux. On peut être rien du tout. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui, la 16 spirituelle, c'est difficile, ça demande beaucoup de rigueur. En 2017, j'avais pris la résolution, premier de l'an, de méditer chaque jour une demi-heure. Une résolution que j'ai tenue toute l'année, même un peu plus d'ailleurs. J'ai passé une année, donc 2017, très calme, très sereine, véridique, vraiment. Je pense que cette ascèse quotidienne m'a fait vraiment du bien, mais je me suis aperçu aussi que mon système personnel, pour aller plus loin dans ma spiritualité, mon système avait besoin d'outils puissants pour m'aider à me connecter à plus grand que moi. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé en moi cette idée d'expérimenter les entéogènes. On en a parlé en off avec Alban et des entéogènes donc, et je lui ai demandé de développer. Ouais, ça me fascine ce monde-là. Et pourtant, je suis pas du tout un connaisseur. Alors, j'ai interviewé des gens qui sont des connaisseurs, comme Stefan Schillinger. D'ailleurs, j'ai la prononciation à l'allemande, moi. Ça doit être des origines suisses. Mais comme je me dis, je crois que c'est un nom alsacien, non? Je sais pas. Je me dis, ça doit être prononcé comme ça là-bas. Allez, Schillinger. Donc, ouais, des gens comme lui et j'ai rencontré d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'ai voulu faire des trips où je me suis préparé vraiment à vraiment une bonne préparation psychologique pour me dire que j'allais peut-être rencontrer mon ombre, que j'allais voilà, me confronter à des choses pas drôles. Enfin, que c'est une sacrée décision, une sacrée introspection avant. Est-ce qu'on est prêt à affronter ces choses-là? Enfin, j'ai fait plusieurs démarches. Ça n'a pas donné ce que je pensais ou espérais. Je peux pas dire que ça a rien donné parce que la personne qui m'accompagnait pour ce genre d'expérience m'a dit que tout ce processus psychologique que j'ai fait a été utile. Voilà. Donc, mais je reste ouvert à ça et en même temps hyper craintif, quoi. Le bad trip me fait peur. De découvrir des trucs de. Après, ceux qui ont de l'expérience là-dedans disent que
on en fait beaucoup sur le fait de rester croché, la décompensation grave, les gens qui deviennent, qui restent malades après, tout ça, on en fait des caisses, mais en fait, en gros, ça arrive ça arrive très rarement. Ça peut arriver, mais ça arrive très, très rarement. Puis il faut, en général, qu'il y ait d'autres facteurs qui viennent, des antécédents, ou alors des conditions vraiment très malsaines, quand t'as pris ça. Enfin, voilà. Donc, ça m'intrigue, ça m'attire et ça me fait peur. Mais je me dis, ça doit ouvrir des portes que j'aimerais tellement ouvrir, que j'entrouvre par le rêve. Mais voilà, c'est flippant, comme tout le jour l'inconnu est flippant. Puis ça m'épate, j'ai des amis qui sont tellement à l'aise avec ça, et puis qui essayent des nouveaux trucs et tout ça. Et puis sans peur, quoi. Et je trouve dingue. Puis j'aimerais avoir ça, mais je suis trop flippé, quoi. Mais j'adore aussi le fait que les Grecs faisaient ça avec Éleusis et tout ça. Et, enfin, c'est une tradition, mais plus que millénaire. Tout le monde a fait ça, quoi. C'est génial. C'est marrant qu'on arrive à le voir comme un truc dangereux, interdit. Oh. Ça a l'air tellement terrible aujourd'hui, alors que ça a toujours été fait, et puis que ça a aidé les humains. Et alors qu'on ferme les yeux sur tellement de trucs. C'est tellement hypocrite. On ferme les yeux sur l'alcool qui fait des ravages tout le temps, puisqu'il est encouragé en plus. C'est complètement fou, quoi. Ouais. C'est inexplicable. Je précise, pour ne pas me faire rattraper par la patrouille, j'ai expérimenté le LSD et l'ayahuasca dans des pays où c'était autorisé. Je relate ici sur Calreco une expérience. Je ne fais pas la promo des entéogènes, je ne vous le conseille pas, donc voilà, c'est dit. Pour maintenant connaître l'expérience ayahuasca et LSD, ce que je voudrais préciser, c'est que je pense que le contexte rituel est super important pour que toutes les conditions soient réunies. Il s'agit, selon moi, d'une médecine. Il y a un cadre à poser. Le mind and setting, comme diraient les spécialistes, est super important. Une fois que ça c'est fait, eh bien, cette médecine est extrêmement efficace. Je parlerai longuement dans un futur épisode de mon expérience, et les prochains invités de Calreco vont beaucoup nous éclairer sur le sujet. Mais pour l'heure, c'est un autre trip que nous allons faire, un voyage dans le futur, en 2096, puisque c'est la coutume ici, dans ce podcast. Je recueille, vous le savez certainement, les visions prospectivistes de mes invités en leur posant la question suivante. Nous sommes en 2096, comment ça se passe sur le plan philo, socio-politique, économique, écologique, etc., spirituel aussi? Pour moi, le monde va très mal, mais pas du tout pour les mêmes raisons que ce que tout le monde croit. Voilà. Et pour moi, on fait complètement fausse route par rapport justement à cette idée du matérialisme, mais j'ai l'impression qu'on s'enfonce dedans. Mais j'ai grand espoir que des gens comme Kastrup ou d'autres, ou Christophe Corps pas tellement parce qu'il reste très matérialiste, mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture possible, et que on va pouvoir prendre du recul, et grâce aux entéogènes qui reviennent en force, et puis qu'on va pouvoir intégrer ça à notre culture, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'on ouvre, qu'on comprenne que non, pas tout est matière, sans forcément aller dans l'autre extrême, puis dire que tout est pensée, ou tout est rêve, ou je sais pas quoi. Mais
Mais qu'il y a en tout cas autant des deux, ou qu'un est l'aspect de l'autre, enfin qu'ils sont inséparables. Tant qu'on l'aura pas reconnu, pour moi, on est assez foutu, quoi. Ça ne peut que mal se passer tant qu'on n'aura pas reconnu que c'est la même pièce, que c'est la même chose. Ça, c'est ma plus grande crainte, parce que ça va avec plein d'autres trucs, en fait. Et on est aujourd'hui dans un monde de religieux, tellement religieux, quoi. Enfin, mais la religion dans son sens le plus terre à terre, le moins illuminé possible, le moins mystique possible. On est dans la religion matérialiste. Et avec ses dogmes, avec ses interdits, avec voilà, on peut pas dire si on est quelqu'un d'important qu'on l'est pas, sauf certains courageux, j'entends. Et il y a tellement d'aspects à cette religion. Il y a mais c'est même déjà parler comme ça, je sais que je me mets à, enfin, je pourrais être jugé comme 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 délirant, comme étant pas dire que la science est une forme de dogme, c'est considéré comme faux dès le départ. Je pars perdant en disant ça. Mais ne pas voir le côté dogmatique de la science actuelle, comme elle est pratiquée, pour moi, c'est se mettre des œillères, quoi. Elle est tellement enfermée dans sa manière de voir le monde, et en même temps, elle porte l'espoir en elle, quoi. Elle porte l'espoir de ces découvertes incroyables dont les scientifiques sont capables. Et je répète, j'aime la science, je respecte infiniment les scientifiques que je côtoie tous les jours dans mon travail. J'aime la recherche et tout ça. Mais on dirait qu'on doit s'accrocher à cette image de la science et du matérialisme par peur de couler, par peur de pas pouvoir se raccrocher à quelque chose que souvent, quand on vient avec des thèses idéalistes en disant que peut-être que la matière n'a pas d'objectivité, on nous dit, mais il faudrait tout mettre à la poubelle, tous les livres de science qu'il y a eu. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on sait que Newton, finalement, il avait pas si raison que ça, et puis qu'Einstein a montré qu'il avait pas raison, qu'on doit jeter tout Newton. Et puis Newton, il continue à pouvoir nous faire envoyer des fusées dans l'espace et tout ça. Et on sait aussi que Galilée, il avait à peu près tout faux, mais il avait très juste par rapport à avant. Donc c'est pas tout remettre à zéro, ça fait avancer, et il y a plein de choses qui marchent. Et puis la science aujourd'hui, c'est beaucoup de la technologie, et la technologie marche. La preuve en est, on est entouré d'outils technologiques qui marchent à merveille. C'est des miracles quotidiens, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on se trompe pas sur le fondamental. Le fait qu'on arrive à faire des miracles quotidiens avec la matière ne veut pas dire qu'on comprenne la matière. Il y a aussi de nouveau une métaphore qu'on peut faire, ou une analogie, c'est l'enfant de 5 ou 6 ans hyper doué dans un jeu électronique en ligne, qui gagne tous les concours, qui est la bête de scène, qui pourra battre n'importe qui à ce jeu électronique. Il a aucune idée des microprocesseurs qui construisent le jeu, de comment est-ce qu'il a été programmé, de toutes les interfaces qu'il faut construire pour que ça marche, et tout ça, mais il est très fort au jeu. Puis nous, on est très fort dans la matière. On sait presque tout faire avec, mais peut-être qu'on comprend rien à ce qu'il y a derrière. Ça veut pas dire que parce qu'on est fort dedans, parce qu'on est des êtres hyper technologiques, qu'on comprend de quoi elle est faite. Peut-être que des gens qui sont pas du tout technologiques, et là je pense au peuple premier, je pense aux chamans et tout ça, ont une compréhension bien plus profonde que tout ce qu'on peut imaginer, quoi, que le plus grand des neurologues. Enfin, voilà, pour moi, tant qu'on n'aura pas réuni c'est le chaman, et heureusement ça commence, avec des gens comme Sombrin ou d'autres qui essayent de relier. Donc on n'aura pas compris que c'est la même chose, en fait. Pour moi, c'est exactement la même chose. Mais tant qu'on n'aura pas compris, même si on veut pas croire que c'est exactement la même chose, tant qu'on n'aura pas compris que c'est les deux faces d'une même pièce qui sont peut-être très différentes l'une de l'autre, pour moi, on fait totalement fausse route. Donc par rapport à ta question, comment j'imagine, je dirais, c'est cet immense Y, why en anglais, pourquoi
qui peut nous amener vers la branche droite ou vers la branche gauche. Soit on continue avec les œillères à fond, dans notre croyance matérialiste. Et puis là, je donne pas cher du monde. Alors là, pour moi, c'est bien pire que toutes les crises qu'on traverse. Et je sais que ça peut choquer certaines personnes qu'on puisse dire des choses comme ça, parce qu'il y a des crises qui paraissent urgentes, mais celle-là est à la base même des crises les plus urgentes. Ou alors, on comprend, et il y a enfin un mariage de l'esprit et de la matière. Mais voilà, c'est un peu idéaliste, hein, dans l'autre sens du terme. Alors ok, on n'a pas eu notre prospective, mais le point de vue d'Alban sur le monde, et c'était très bien aussi. C'est là-dessus qu'on se quitte. On poursuit notre série sur la conscience, les antéogènes, le chamanisme la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. On y diffuse du contenu inédit, comme des bonus, les bonus des entretiens que nous avons eus avec nos invités, Guillemant, Padovani, Chouard, Fouché. Ces bonus durent entre 35 minutes et 1 heure et ils contiennent des discussions inédites et non diffusées avec ces invités. Donc rejoignez-nous, on vous y attend. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont aussi vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rencontrer également. On se retrouve bientôt. Alors d'ici là, respire. Reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.